l'histoire. En gros, pour être précis, attendez, je vais essayer de fonctionner en même temps avec l'ordinateur. Il y a eu une première période qui était la période néolithique, où on n'a pas eu énormément il n'y a pas eu de sigillé du tout, il y a eu les débuts de la céramique. Donc je vais essayer d'expliciter un peu ça. Ensuite, parler un peu plus des caractéristiques de la sigillée, puisqu'on parle de sigillée. Développer la technique de la sigillée, c'est une technique très particulière et qui est tout à fait intéressante parce qu'elle donne des objets extrêmement doux, d'une part, et puis qui sont conçus et fabriqués avec uniquement de la terre, et de la terre très, très mince. C'est à la fois quelque chose de très simple et d'assez difficile à réaliser. Je vous parlerai des pâtes, des formes, des engobes, des cuissons, et vous avez ici un ensemble de céramique que je trouve exceptionnel. L'exposition qui est là, je la trouve absolument exceptionnelle. Je n'avais jamais vu une exposition de céramique de cette qualité-là. Voilà, si je reviens à mon sommaire, la sigillée dans l'histoire de la céramique, voilà ce que ça peut donner. D'abord, pour avoir une référence bibliographique, vous pouvez prendre le bouquin de Girel qui s'appelle Une brève histoire de la céramique. C'est ce petit bouquin-là. Il est extrêmement intéressant. Il n'a qu'un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'image. Or, pour moi, la céramique, ça se voit, ça se touche avec les lèvres, avec la langue, ça se sent, etc. C'est-à-dire que ça, c'est bien, mais pour moi, c'est beaucoup trop intellectuel. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement sensuel, la céramique, et je trouve que c'est toujours dommage de ne le regarder que d'un point de vue plus ou moins intellectuel. Donc, pour parler de ce monde de la céramique, il y a ce petit bouquin-là. Et puis, si vous voulez des images, j'avais repéré ce petit bouquin, World Ceramics, vous connaissez sûrement, c'est un petit bouquin qui coûte pas très cher et qui vous montre pas mal de céramique au cours des âges. Et il est tout à fait intéressant pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Pour quelqu'un qui connaît ça, ça ne présente pas d'intérêt. Mais si on fait dans l'histoire, il faut commencer naturellement par le commencement. Là, je ne commence pas tout à fait par le commencement, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses avant ça, mais peu importe, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. La céramique néolithique, vous pouvez remarquer que c'est une céramique qui n'était pas très solide, pas très cuite. Et c'est très rare qu'on trouve une pièce qui soit totalement intacte. Et donc, elle s'est aussi délitée avec le temps et l'eau, l'érosion. Cependant, on arrive à trouver des choses qui sont magnifiques. Les céramiques de la Chine ancienne, elles, sont absolument extraordinaires parce qu'elles sont très bien conservées. Ce qui est un peu bizarre, c'est que toute la céramique chinoise est bien conservée. Si vous prenez la céramique islamiste, là, on a des choses qui sont beaucoup moins bien conservées. On ne sait pas vraiment pourquoi. C'est certainement des choses qui sont liées au fait qu'on n'avait pas la même considération pour la céramique en Chine, peut-être, et dans les milieux de l'islam en particulier. Après cette phase-là, il y a eu l'Égypte. L'Égypte, un grand pays de la céramique, et on a eu ces choses-là qui étaient des terres cuites, avec un intérêt tout à fait intéressant, c'est qu'elles étaient souvent enfumées, et on enfumait tout simplement pour rendre les pièces étanches. Il fallait que les pièces soient étanches pour une utilisation en tant que contenant. Donc, on enfumait, et l'enfumage est quelque chose de tout à fait intéressant, c'est-à-dire que avec la fumée, vous avez des toutes petites particules qui entrent dans les pores de la Terre et finissent par boucher les pores de la Terre. Quelque chose qu'on n'en parle quasiment pas, c'est-à-dire de la céramique égyptienne qui est faite de pâte égyptienne. Il faudrait développer un peu ça, c'est un sujet magnifique, la pâte égyptienne, parce qu'en fait, elle est émaillée sans avoir été émaillée.
C'est-à-dire qu'on met à l'intérieur de cette pâte des éléments qui vont pouvoir ressortir par efflorescence, donner un émail qui va fondre au moment de la cuisson. C'est une technique qui est magnifique, qui est assez peu connue et qui a donné des objets magnifiques comme celui-ci. Ensuite, on se rapproche de nos époques plus récentes, c'est-à-dire, là on arrive vers 500 avant notre ère, et on a des choses qui vont ressembler naturellement à la sigillée, c'est-à-dire qu'on va avoir des terres rouges, et ces terres rouges vont pouvoir être engobées avec des barbotines, et ces barbotines, en cuisant, vont pouvoir devenir noires dans une cuisson réductrice. Alors, la question c'est comment on peut faire cuire une partie qui soit réductrice et une partie qui soit oxydante dans le même four. La réponse dans un tout petit instant. Voilà. Ça, c'est vers 500 avant Jésus-Christ, et il y en a eu énormément de ces céramistes. Là, on était aussi dans une céramique, déjà dans une céramique artistique, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une céramique de contenant. J'ai passé une page? Oui, j'ai passé une page. Là, on a une pièce qui est une céramique égyptienne, grecque, de la Grande Grèce. Et ce qu'on voit ici, c'est que vous avez une partie qui est noire et brillante. Et puis ici, c'est une partie qui est rouge et plutôt mate. Cette partie-là a été engobée, c'est-à-dire une barbotine de terre par-dessus, et il y a eu une cuisson très réductrice. Les oxydes de fer sont noircis. Les oxydes de fer ont noirci partout. Mais ici, ces parties-là ont commencé à fondre, c'est-à-dire à graiser. Et lorsqu'elles ont graisé, forcément, elles ont enfermé tout ce qui était noir, c'est-à-dire des oxydes de fer noirs, dans une espèce de matrice vitreuse, et ce noir est resté. Lorsque les choses ont refroidi, dans l'air, à l'extérieur, dans l'air, eh bien, il y a eu une action de l'air qui a réoxydé tout ce qui était noir et qui n'était pas pris dans une matrice vitreuse. Et tous ces objets-là ont été, d'une part, dans un premier temps, réduits, puis ensuite, au refroidissement, ça s'est réoxydé et ça a donné le rouge. Et voilà, on a quelque chose qu'on a eu beaucoup de mal à comprendre et que les archéologues ont eu beaucoup de mal à comprendre, comment on pouvait avoir du noir et du rouge. La seule chose, c'est qu'il fallait que les engobes graisent. C'est-à-dire, graiser, ça n'est pas fondre. Graiser, c'est commencer à fondre un petit peu. C'est-à-dire avoir au total des éléments solides qui ont perduré, et puis un verre qui a totalement englobé tout ça et l'a maintenu en place. Je passe un peu vite parce que on arrive à la sigillée. Là, on a quelque chose de tout à fait classique, c'est-à-dire de rouge, de brillant, d'étanche, qui peut servir de vaisselle. Voilà. Et puis, j'en reparlerai un petit peu après. La sigillée, ça va être un peu ceci. Ça va bien apparaître bien vers 0, vers moins 50 par exemple, et surtout en Italie, à Arezzo. Et voilà une sigillée classique d'Arezzo. Mais tout ceci s'est développé et répandu dans tout le bassin méditerranéen par la suite. Vers plus 800, on avait un peu oublié que l'Amérique existait et qu'on ne connaissait pas encore Christophe Colomb. On était dans les précolombiens. Il y a eu une céramique qui est très mal connue, avec énormément de décors, énormément de choses extrêmement belles qu'on ignore un peu. Dommage, il y a tout un terrain de jeu à voir autour de toutes ces choses-là. Et on arrive à peu près à la même époque, à la céramique islamique, pas islamiste, qui va nous introduire dans le monde du lustre.
L'image est très mauvaise, mais je vous la montre quand même parce que ça fait partie des plus vieilles céramiques lustrées. Si vous basculez un peu la pièce, vous allez voir apparaître des reflets bleus, des reflets verts, et c'est une espèce de splendeur qu'on connaît assez mal aussi dans notre pays, puisque en France, il y a quasiment personne qui travaille sur ces lustres-là. Voilà. On arrive maintenant vers 1000 et on a le summum de la céramique pour nous, occidentaux, c'est-à-dire la céramique Song, la céramique chinoise Song. Ici, un bleu de fer. Et je termine par là, alors qu'il y aurait énormément de choses, il faudrait parler des terres cuites, il faudrait parler des porcelaines, etc. Je dirais simplement les grès. Et ici, par exemple, un grès de Puisay. Grès de Puisay qui m'est extrêmement cher parce que c'était le pot à lait qui servait à mes parents à faire le fromage. Il y en avait deux, il y en avait un faisait un fromage par jour. Et ça faisait, ce pot-là qui faisait à peu près 2,5 litres, ça permettait de faire un fromage blanc tous les jours. Et moi, j'ai été absolument séduit par ce pot-là, parce qu'on a déjà toutes les couleurs du feu ici, et puis aussi un aspect extrêmement utilitaire. Dans la ferme, il y avait ça servait, mais ce n'était pas seulement utilitaire, c'était à mon sens magnifique. Il y en a de nombreuses autres céramiques, je passe assez vite là-dessus. La sigillée, elle avait été faite avec des pâtes, des engobes, et naturellement, il va falloir cuire. Où est-ce qu'on a, quelles sont les dates qui correspondent à ceci? Les dates, c'est l'Empire romain. Ça commence vers moins 50, vers Saint-Gétorix, etc. Et puis, chez nous. Et puis, ça finit vers 470 et quelques en Gaule. La sigillée, elle est totalement contemporaine de ceci. C'est-à-dire que lorsque les Romains se retirent de Gaule, eh bien, la sigillée disparaît. C'est un peu spécial, et la sigillée disparaîtra longtemps, elle ne va réapparaître quasiment qu'au XXe siècle. Les lieux de production, il s'en est produit énormément, des tonnes et des tonnes de sigillés, parce que c'était en gros la vaisselle des Romains. Donc, il s'en est produit naturellement au départ vers Arezzo, mais pour nous, ce qu'on a beaucoup connu, c'est la Gaule centrale, et de la Gaule centrale, ça a été les productions de la Gros-Fezenc, Gros-Fezenc, c'est Millau, viaduc de Millau, c'est aussi Espalion, Benassac, mais ici, chose qui concerne Montan, qui est le village à côté, où il y a un très beau musée avec à la fois des pièces tout à fait intéressantes, et puis quelque chose qui permet d'assez bien comprendre comment les choses se sont passées. Donc voilà, où est-ce que ça s'est passé? Ah, j'oublie une chose, c'est-à-dire que sur 500 ans, il ne s'en est pas fait que dans la Gaule, il s'en est fait dans tout le bassin méditerranéen. Il y a de la sigillée en Libye, il y a de la sigillée dans l'Afrique du Nord, dans toute l'Afrique du Nord, au Liban, dans toute la Grèce, etc. Il y en avait partout. Voilà. Et ça a été la période. La période ici, c'était la grande période chez nous, ça a été ceci. Et quand la sigillée a un peu périclité, par ici, elle était repoussée vers l'Argonne, et il s'en est fait aussi beaucoup en Argonne, mais il ne faut pas oublier qu'il s'en est fait en Angleterre, qu'il s'en est fait en Espagne, au Portugal, etc. Donc, comment reconnaît-on la sigillée ancienne, gallo-romaine? Elles sont cette couleur-là, rouge-orangé. Elles ne sont pas marron, elles ne sont pas blanches, elles ne sont pas d'autres couleurs. On voulait qu'elles soient rouges. Sauf que, parfois, elles n'étaient pas aussi rouges qu'ils l'avaient voulu. Donc, on va avoir des défauts de cuisson. La pâte est fine, elle est serrée, on le verra. Elle est graisée, parfois, et elle est imperméable. Parfois.
Elle est recouverte d'un revêtement qui est très fin. Et là, on parlera un peu de ce revêtement parce que ça a été finalement la grande caractéristique de la sigillée. Elle est luisante, pas brillante, luisante simplement. Elle est lisse, elle est étanche. Et puis, très souvent, elles sont moulées. Mais il y en avait qui étaient tournées, il y en avait qui étaient modelées. Très peu de modelées, mais beaucoup de pièces qui étaient moulées, avec des décors en relief. Et le terme essentiel, c'est le terme de sceau. On avait des sceaux qui étaient appliqués sur les pattes, ce qui a donné le terme de sigillé. Et ces termes de sigillé portent à la fois sur les sceaux qui étaient posés sur les pièces, mais les sceaux qui avaient servi à faire les moules. Je vous montrerai ça dans un petit instant. Voilà un sceau qui était un sceau qui permet de savoir qui avait fait cette pièce. Et éventuellement, si on se mettait à cuire dans des fours communs, ça permettrait de savoir à qui était cette pièce. On a exactement la même chose dans les cathédrales. On avait la même chose pour pouvoir retrouver qui avait fait une pièce dans une cathédrale. Voilà ici ces sceaux. Ici la signature d'un certain Germanus qui a été appliquée sur la pièce. Une sigillée classique de l'Agro-Fezenc, ici une sigillée lisse qui n'a pas été recouverte, qui n'a pas été faite dans un moule. Donc on a quelque chose de très brillant, de luisant, d'étanche, et qui va servir de vaisselle, en particulier pour les armées romaines. Voilà une pièce plus sophistiquée, c'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on entend par sigillé très souvent, c'est quelque chose qui a été moulé. Et vous voyez ici des décors d'amphore. Ces décors d'amphore ont été faits avec un poinçon à l'intérieur du moule. Et on a ici... Non, c'était pas ce que je voulais vous dire, non. Oui, bon, je passe là-dessus. Les moules, c'était ça. À l'intérieur d'une pièce qui était tournée, avec des poinçons, on appuyait ici, là-dessus, on faisait des marques. Et ces marques allaient servir, lorsqu'on allait introduire la pâte à l'intérieur du moule, en poussant la pâte à l'intérieur, ce qui était ici en creux venait en relief, avec la difficulté, c'est que si le creux du décor était trop profond, on n'arrivait pas à démouler la pièce. On n'arrivait à démouler la pièce que lorsque la pièce avait rétréci à cause du séchage. En séchant, la pièce rétrécit. Elle rétrécit, on peut la sortir. Si le décor est trop épais, on n'arrive pas à la sortir. Si ça n'est pas très bien conçu, ça ne fonctionne pas. Ici, une très belle pièce, et ça doit être quelque chose que j'ai vu à Roanne, au musée d'Eschlet. Les moules sont en quoi ? Alors oui, là, c'est une très bonne question. C'est des moules en terre cuite, parce qu'on n'utilisait pas le plâtre à l'époque. Aujourd'hui, on a fait des moules en plâtre. Je vous raconte cette affaire-là de démoulage pour une raison, d'une mésaventure qui m'est arrivée. J'avais récupéré des moules en terre cuite au musée d'Auxerre et je voulais faire avec un groupe faire utiliser ces moules. J'avais à ma disposition de la GECH 30, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire une terre chamottée. J'ai introduite dans le moule, on les a introduits dans le moule, on a bien tassé, bien machin. Seulement, on n'a jamais pu démouler. On n'a jamais pu démouler parce que les grains de chamotte empêchaient un rétrécissement suffisant pour que ça veuille bien démouler. Donc, il a fallu qu'on lave tout ça et puis qu'on remporte ça un peu penaud au conservateur du musée d'Auxerre. Voilà, c'était une petite anecdote concernant ces moules. Sachant que vous voyez ici à la base, des choses qui ne pourraient pas démouler, donc ce n'était pas fait de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on finissait par un tournage en retournant la pièce.
La chose plus importante, c'est la caractéristique de ces revêtements argileux. Ces revêtements argileux, j'ai eu la chance de poser un engobe de revêtement argileux sur quelque chose qui était déjà cuit. Catastrophe, rien ne colle sur ce revêtement, ça se décolle et ça donne ceci. À l'intérieur, voici le revêtement argileux qui s'est totalement décollé. Eh bien, c'est ça la sigillée. Le revêtement d'engobe de sigillée, c'est ce qui est décollé là. Et si j'avais collé ça sur une épingle, et ça nous donnait ceci. Donc on s'aperçoit que le revêtement argileux, ce qui fait la sigillée, c'est cette petite pellicule, qui là, dans ce cas-là s'était décollée, qui est quasiment transparente, un peu translucide, qui récupère un peu d'oxyde de fer rouge pour donner ces couleurs-là plus ou moins fortes selon le lieu où elles ont été posées. Alors ça fait quelle épaisseur? Eh bien, ça fait en gros 20 microns. Vous avez l'engobe qui s'était décollée dans ce cas-là, en verre, là, en 20 microns d'épaisseur. Et puis ensuite, on avait la pâte en dessous. Alors vous remarquez que la pâte en haut, c'est-à-dire la sigillée, elle est extrêmement dense. Et on comprend pourquoi elle était étanche. Et la pâte, qui était la pâte de la pièce, elle est pleine de trous. Et ces trous, c'est tout simplement les trous que laisse l'eau quand elle part lorsque la pièce sèche. Une pièce qui sèche, elle est poreuse au bout du compte. Et elle ne peut devenir qu'étanche, si elle peut devenir étanche, lorsque les trous vont s'être rebouchés par un début de fusion. C'est ce qu'on obtient avec les engobes. La structure de l'engobe de sigillée, c'est ceci. Lorsque vous avez une bonne sigillée, ici sur 1 micron d'épaisseur, 1 micron c'est pas épais, c'est 1/1000 de millimètre. On pourrait voir ici au microscope électronique des petites globules, des cristaux en fait, d'hématite. L'hématite c'est le minerai de fer, c'est l'oxyde de fer, pardon. De quartz, vous connaissez tous le quartz, et puis de corindon. Le corindon, c'est l'alumine. Et donc, on va avoir hématite, quartz, corindon, qui vont être fixés dans une matrice vitreuse. Et cet ensemble-là va nous donner quelque chose d'extrêmement résistant. On a un gros morceau d'hématite, un gros morceau de corindon, un gros morceau de quartz. Là, c'était beaucoup plus petit à l'intérieur, ou alors on peut dire que c'est grossi énormément. Ça c'est des propriétés surprenantes. Les propriétés surprenantes, c'est que le corindon qui est très dur, l'hématite qui est très dur et le quartz qui sont très durs, étant pris dans une masse vitreuse, c'est à la fois adhérent au tesson, et puis ça devient étanche, bien que ce soit extrêmement mince, et puis naturellement c'est de couleur rouge brique. Il y a une chose qui est tout à fait intéressante aussi, c'est de se dire que l'engobe de sigillée n'est pas passé par un état fondu. Moi j'avais cru, et c'est Philippe Siot qui m'avait dit, non, on n'a pas fusion, puis ensuite ça recristallise, ça donne des cristaux qui partent et qui naissent à partir de quelque chose de fondu, comme on a ça par exemple dans un émail. C'est la température qui, en s'élevant, va nous donner des cristaux qui vont naître à partir de l'argile, et ces cristaux sont extrêmement durs, et vont créer, avec ce qui va fondre autour de ces cristaux, un ensemble qui est extrêmement dense, dur et étanche.
Des Romains ou Gallo-Romains qui faisaient de la sigillée. Les gens qui travaillaient pour eux, c'était pour l'essentiel des esclaves. Ça change le regard. Hein, cette sigillée qu'on peut admirer, dit ben, c'était fait par des gens qui allaient couper du bois loin avec des bœufs, qui allaient ramasser la terre, qui allaient pelleter tout ça. Ça change aussi le regard sur la sigillée. On a la chance d'être dans la sigillée contemporaine où on n'a finalement que le plaisir. Voilà.